Pour cette présentation des orientations budgétaires de notre équipe, que nous avons voulu précis, argumenté, chiffré, pour un débat d'orientation. Vous avez ici tous les éléments permettant après de vous faire une idée sur le budget que nous vous présenterons. Le budget sera voté d'ici un mois et demi à peu près, et conformément à la tradition jacomarde, je proposerai le vendredi, le vendredi, je crois, qui précède le vote du budget, je proposerai une rencontre avec l'ensemble des élus n'appartenant pas à la majorité municipale. Nous nous répartirons en fonction des groupes, 1 heure pour pouvoir étudier le budget et répondre à toutes vos questions avant le vote solennel du budget qui aura lieu le mois prochain. Et donc nous aurons du temps pour travailler sur le budget après ce débat d'orientation. La parole est ouverte. Moi, je voulais intervenir. Nous avons rédigé une déclaration, si vous voulez bien que je vous la lise. Ça va vous paraître court après. Alors, Monsieur le maire et chers collègues, le débat d'orientation budgétaire, ou DOB, est chaque année le moment où les différents élus sont censés pouvoir échanger sur la politique générale avec ses implications au plan municipal. Si cet échange n'est évidemment pas sanctionné par un vote, il doit permettre de restituer la prise de décision locale dans le contexte le plus large des orientations et des contraintes nationales, ce qui est totalement absent du rapport présent. Or, le contexte économique dans lequel s'inscrit ce DOB est toujours marqué par la crise et par la volonté du gouvernement de réaliser sur la période 2015-2017 un programme d'économie de 50 milliards d'euros. En effet, les orientations libérales du gouvernement menacent gravement la souveraineté de l'instance communale en réduisant les compétences ainsi que les moyens de fonctionnement, d'investissement par la diminution des dotations financières de l'État. À la lecture du document qui nous a été transmis, on voit en effet très vite qu'il n'y a que très peu d'informations sur les attendus en recettes fiscales et par conséquent des orientations budgétaires qui au mieux se résument au maintien de l'existant. Pourtant, Jacou est une ville qui depuis 1989, et grâce à une gestion de l'ensemble des forces politiques de gauche, a fait figure de ville solidaire avec une dimension culturelle pour tous. Elle a toujours porté des priorités éducatives, sportives et associatives, et a eu le souci de faire reculer les injustices et de développer le vivre ensemble, tout en investissant pour l'avenir. Le bon niveau de la dette moyen par habitant aujourd'hui à Jacou est dû pour une bonne part à une bonne gestion des affaires de la ville, qui était impulsée par les équipes précédentes dans le cadre d'une démarche unitaire. Aujourd'hui, ce document d'orientation budgétaire pour 2016 évacue toutes les contraintes imposées par la loi de finances de manière factuelle et sans critique. Or, l'effort demandé aux collectivités territoriales est de 11 milliards en 3 ans jusqu'en 2017, ce qui est énorme, injuste et insupportable. Pour rappel, la baisse si importante des dotations, tout comme la création de la métropole, a été annoncée après les élections municipales. On a donc changé les règles du jeu après les élections et cela pose un réel problème démocratique. Alors qu'en 2011, la majorité gouvernementale s'opposait à ces baisses de dotation mises en œuvre par le président Sarkozy, aujourd'hui, vous vous en accommodez comme l'a montré votre refus de signer la motion à l'Association des maires de France sur ce sujet. Pourtant, de nombreux maires de toute sensibilité ont dénoncé cette réforme. Le 22 janvier dernier, de nombreux maires de gauche ont en effet protesté en faisant grève, une grève symbolique certes, mais qui a le mérite de montrer la gravité de la situation, car nous le redisons, cette réforme est injuste vis-à-vis des populations et insupportable pour les collectivités et donc notre ville. À la baisse des dotations pour notre commune se rajoute également celle de la métropole, de 185 millions d'euros jusqu'en 2020, ou du département de l'Hérault qui voit sa dotation globale de fonctionnement baisser de 16,1 millions, ce qui, en montant cumulé en 2015, 2016 et 2017, représente une baisse de moins 61 millions d'euros. On pourrait aussi ajouter la réforme de la taxe professionnelle qui enlève un levier fiscal à la commune. D'ailleurs, il serait bien de connaître le montant de la perte financière pour notre commune suite à ces dispositions législatives. Nous soutenons bien évidemment le maintien de la gratuité pour les familles ainsi que le projet citoyen, culturel et sportif
qui sont proposés aux écoliers entre 16 et 17 heures. Mais nous vous alertons sur le financement de ce temps d'accueil périscolaire, TAP, car si le fonds d'amorçage est maintenu pour cette année, cela ne sera pas le cas pour les années suivantes. Comment va-t-on faire pour les budgets à venir ? Dans le contexte de crise économique qui touche la population, la politique de solidarité pour faciliter l'insertion des personnes en difficulté doit être une priorité, et cela ne peut se résumer en 4 lignes généralistes, mais par des projets ambitieux pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. Nous considérons que Jacou doit avoir les moyens pour être une ville solidaire en plein sens du terme, et permettant au CCAS de fonctionner en assurant un travail de proximité en direction des familles qui subissent de plein fouet la crise et qui demandent un accompagnement renforcé. Dans le cadre du budget 2016, le groupe Front Gauche fera des propositions. Il serait bon de réfléchir en matière d'investissement sur des opérations à mener pour de nouveaux quartiers de la Draille, car la population a le sentiment d'être isolée de toute activité et éloignée de la ville. Nous souhaitons qu'on permette aux habitants de construire des projets correspondant à leurs besoins et pourquoi pas un budget dédié. Il est temps de faire confiance à la créativité et au volontarisme des habitants, d'engager la commune dans le soutien de projets solidaires ou coopératifs. L'engagement de la municipalité pour le maintien des aides allouées au tissu associatif est un élément positif. Nous souhaitons que les aides aux associations à un but d'insertion sociale soient réellement renforcées et nous y veillerons. Nous l'avons déjà dit, mais il est bon de le répéter, les élus Front de Gauche soutiendront tous les projets conformes aux engagements pris dans le projet municipal et attendent bien aussi faire des propositions pour des projets solidaires et coopératifs, et ce malgré la rupture du contrat municipal décidé par Monsieur le maire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, Madame Hamel. Puis-je avoir votre intervention pour la joindre au compte-rendu du conseil municipal? Oui, ou on vous la fait suivre par mail, comme vous préférez. Ah oui, ça sera peut-être plus facile. Pour l'intégrer dans Word, si nous pouvons l'avoir par mail, votre intervention sera bien évidemment une extension inscrite dans le compte-rendu du conseil municipal. À refaire le débat qu'on a eu, mais si vous prenez le compte administratif de l'année dernière, nous étions en valeur largement positive sur l'accompagnement de l'État. On ne va pas avoir ce débat à chaque conseil, quoique moi je le défends aujourd'hui. Nous avons subi une baisse de la DGF, mais une augmentation très forte de l'accompagnement à l'investissement et à nos projets. Et dans le compte administratif 2015 le montre, vous prenez le compte administratif 2015 et puis le compte administratif 2012, et nous sommes à 250 000 € de plus d'accompagnement de l'État. Effectivement, le fonds, par exemple, je parlais des TAP, le fonds d'accompagnement des communes ayant mis en place la loi et donc les temps d'accueil périscolaire a été pérennisé uniquement, et je m'en réjouis, uniquement pour les communes ayant signé un PEDT, donc le projet éducatif territorial. Le projet éducatif territorial. Et non seulement c'est le cas de Jacou, c'est bien évident, mais le rectorat régulièrement nous envoie des communes pour s'inspirer de notre PEDT. Vous pouvez le transmettre aux différents services municipaux qui ont travaillé, je pense à Frédéric Marie, bien évidemment. Mais donc l'État a pérennisé totalement le fonds d'accompagnement, mais en y mettant une contrainte, il faut que la commune s'engage dans un projet éducatif territorial en partenariat avec les associations, avec les autres collectivités, avec le tissu social de la commune. C'est ce que nous avons fait. Plus de 40% des intervenants au TAP sont issus du monde associatif, conformément à la demande et à la loi, la demande du rectorat et à la loi. Et parce que nous avons fait les choses bien, nous avons été accompagnés et l'aide est totalement pérennisée. L'ensemble des projets que nous vous avons présentés, c'est-à-dire bien évidemment l'existant, plus de nombreux projets supplémentaires, et entre autres le château, sera réalisé sans augmenter les taux d'imposition communaux, parce que vous l'avez dit, depuis de nombreuses années, nous gérons très bien cette commune. Je vous remercie de l'avoir dit. D'autres interventions?
Madame, oui. Oui, vous Madame parlez Dufresne. dans le cadre du respect du patrimoine de Jacou, vous parlez donc du fait de remettre le château au cœur de la vie des Jacoumards. Bon, vous nous avez dit qu'il y aura un conseil municipal très prochainement qui nous expliquera un petit peu cela. Ceci dit, bon, nous avons voté donc la subvention sans problème. Vous nous exposez ça de façon plus que sommaire. Pourriez-vous nous en dire un petit mot, puisque j'imagine qu'il y a un projet sur l'utilisation du château, puisque vous le remettez au cœur de la vie des Jacoumards. Alors, tout à fait. Moi, je souhaite, alors que après nous en parlerons en conseil, mais bien évidemment, j'espère en amont. Et après ce conseil, c'est un projet qui va nous tenir pendant presque 3 ans. Donc, ça peut être un projet de l'équipe municipale ou un projet du conseil municipal. Moi, je souhaite que tout le monde soit associé à la réhabilitation de notre patrimoine. Ce château, il était là bien avant nous et il sera là bien après nous. Il ne nous appartient pas, il appartient à l'ensemble des Jacoumards et des Jacoumards. Donc, actuellement, un bureau d'études travaille sur l'examen précis du patrimoine de la commune. Quand je dis le patrimoine, ce n'est pas forcément le patrimoine historique, c'est l'ensemble du patrimoine de la commune. Combien de mètres carrés nous avons à la cartérade, à la police municipale, la poste qui appartient à la commune, puisque nous louons les locaux du cœur de ville à la poste. Nous sommes en train de travailler pour avoir une base de départ. C'est cette base de départ que je vais vous présenter dans quelques semaines. Je souhaite que nous rentrions dans la plus grande concertation possible avec tout le conseil municipal, mais y compris avec nos partenaires associatifs. Je pense bien évidemment à l'Association Histoire et Patrimoine qui fait un travail remarquable. Je vous encourage à aller rencontrer M. Delabruse. Le travail qui a été fait sur les archives dans le château est extraordinaire. Et donc, M. Delabruse intégrera bien évidemment le comité de pilotage de gestion de la réhabilitation du château. Ce comité sera ouvert à tous, majorité et minorité. Je pense que nous pouvons faire preuve sur ce dossier-là, au moins, d'intelligence pour trouver l'intérêt général. Je le dis, le château sera là bien après nous. Bien après nous. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément. Ce que nous ferons du château, nous le déciderons ensemble. Il est clair que le projet tournera autour de la culture et de la citoyenneté. C'est évident. Le bureau d'études a besoin encore de quelques semaines de travail et je vous présenterai le projet en mai normalement, mais il faudrait qu'on ait voté en mai-juin le lancement du concours d'architectes. Donc je vous proposerai de vous rencontrer, si vous le souhaitez bien évidemment, avant le conseil pour qu'on puisse prendre le temps nécessaire et que tous les groupes autour de cette table seront les bienvenus pour travailler sur la réhabilitation du château. Tous les groupes, sans exclusive. Ça me paraît normal. Monsieur Trinquier ? Oui, juste sur la question du château, moi il me semble que ce qui est prioritaire, c'est apparemment le souhait qui est exprimé dans le débat, là, c'est de rendre et de l'ouvrir un peu plus et le rendre beaucoup plus accessible aux citoyens. Parce que pour tout un tas de raisons, y compris de contraintes qui sont liées aux monuments historiques, on ne pouvait pas l'ouvrir comme on le souhaitait et surtout pour les manifestations qu'on le souhaitait. Donc je pense que ça, on ne peut que partager cette volonté. Je voudrais revenir sur 2 aspects du débat d'orientation budgétaire. D'abord une question qui pourra peut-être figurer dans la fin du conseil municipal, une question qui obligera donc une réponse au moins écrite. C'est est-ce qu'on connaît déjà aujourd'hui les dotations pour l'année 2016 de l'État, qui pour l'essentiel c'est la DGF, la dotation forfaitaire, c'est la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. Est-ce qu'on les connaît, ces dotations pour 2016 ? Pas encore. On ne les a pas encore, hein, c'est bien ça. Hein. D'accord, voilà. On connaît avec la loi de finances. Voilà. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on les ait, y compris qu'on puisse avoir, j'en profite pour poser la question, mais qu'on connaît au moins cet élément, c'est pour 2014 qu'on ait, normalement, quand il donne la dotation, il donne la base de calcul. Sur quels critères on aimerait bien avoir celle de 2014, parce qu'ils sont rendus publics celle de 2015, je ne sais pas pourquoi, 2014, on n'a pas pu y avoir accès. Enfin, au niveau des services de l'État, hein, il y a des GCL. Le calcul évolue chaque année.
Et Oui, il y a peu de temps voilà. où on a la formule de calcul annexée aux notifications de Voilà, c'est ça qu'on souhaiterait avoir. Moi, j'apporterai, alors je ne sais pas, mais il y a quand même des chiffres, et il y a des chiffres que j'ai du mal à contester, qui sont quand même ceux qui sont fournis par la DGCL, c'est-à-dire la Direction Générale des collectivités locales, qui donne pour l'année 2014, les 3 dotations principales, hein, donc je les ai dit tout à l'heure. Pour l'année 2014, 831 200 € de dotation pour la commune de Jacou. Et pour l'année 2015, 723 051, c'est-à-dire 100, 110, 120 000 € de moins de dotation. C'est pas nous, on n'est pas les seuls à le dire, c'est les chiffres officiels de la Direction Générale des collectivités locales. Donc on voit bien là qu'il y a quand même, sur les 3 principales dotations, il y a eu quand même 120 000 € de moins donnés, je parle de 1994 à 2015. Pour 2016, on a toutes les inquiétudes possibles, imaginables, mais on n'a pas encore le chiffre. Je rappelle juste que la dotation globale, de fonctionnement, la DGF, a été mise en place après la loi de décentralisation pour justement pallier au transfert des charges et des responsabilités qu'avaient les collectivités territoriales en termes de fonctionnement. Ce transfert des compétences et des charges aux collectivités ne s'est pas diminué. Par contre, la dotation d'année en année diminue. C'est ce en quoi nous on interpelle sur les réelles difficultés que les collectivités, pas propre à Jacou, y compris, je considère que Jacou, et on le dit dans notre débat d'orientation, dans notre intervention, la gestion de Jacou aujourd'hui est beaucoup moins catastrophique que d'autres communes. Mais il n'empêche pas moins qu'on va être de plus en plus confronté à un problème de recettes pour nos collectivités, sinon être satisfait d'avoir une augmentation de la recette directe, c'est-à-dire l'impôt, taxe habitation et foncier bâti, et ce qui est pour certaines communes un peu la course, c'est-à-dire que pour compenser les pertes de dotation de l'État, on fait en sorte pour construire, faire venir de nouveaux habitants pour compenser. On se mord la queue là, c'est un cercle vicieux. Donc je redis, hein, les chiffres, on maintient les chiffres qu'on avait annoncés dans les précédents conseils municipaux. Il y a bien eu une baisse, et c'est pas que nous qui le disons, aujourd'hui c'est officiel, de 120 000 € de dotation de l'État pour les collectivités territoriales. Le compte administratif, pour Jacou, oui, pardon. Le compte administratif que nous vous présenterons dans quelques semaines précisera tout cela. Bien évidemment, nous n'avons jamais nié la baisse de la DGF votée, enfin distribuée aux collectivités locales. C'est une évidence. Jamais. En revanche, dans les dotations, vous n'avez pas la DETR, par exemple, la DETR qui a fortement augmenté pour accompagner tous les projets que nous avons faits à l'école. Sur les projets que nous avons faits à l'école Condorcet depuis 3 ans, ces projets ont tous été accompagnés par de la DETR qui ne rentre pas dans le calcul des trois dotations que vous venez de préciser. En revanche, on ne peut pas aussi, et ça moi je le dis et je l'assume, on ne peut pas continuer à emprunter sans cesse pour payer le fonctionnement de l'État ou des collectivités. La loi interdit aux collectivités locales d'emprunter pour payer son fonctionnement. On ne peut emprunter que pour payer l'investissement. Ça n'est pas le cas de l'État. Je le regrette aussi. On devrait pouvoir faire comme pour les collectivités locales, emprunter. Donc on ne peut pas continuer à dépenser de l'argent éternellement que l'on n'a pas. On doit essayer de bien gérer, c'est ce que nous faisons à Jacou. À Jacou, tous les projets ces dernières années ont été réalisés. Nous avons 5 terrains de grands jeux, 6 terrains de tennis, une salle de spectacle. Nous avons refait nos voiries, du rugby, du tambourin. Et depuis 8 ans, pas un prêt, depuis 8 ans, pas 1 euro de prêt et pas 1% d'augmentation des taux d'imposition. C'est la preuve aussi que lorsqu'on gère bien, on peut proposer des services publics de qualité à nos concitoyens. Madame Diffrena ? Oui, nous avons quand même vendu des terrains publics. Heureusement, voilà. Bien sûr. Oui, pour Donc compenser on s'est quand même débarrassé de notre patrimoine public. Oui, on a vendu des terrains à la drive. C'était l'objectif, pour pouvoir construire effectivement. Quelle commune de 6 000 habitants aujourd'hui peut proposer autant d'activités culturelles, sportives ou un théâtre sans avoir augmenté d'1% les taux d'imposition ou sans même avoir emprunté. Le théâtre de Jacou nous a coûté hors parvis. Vous pouvez comparer avec d'autres théâtres à proximité, il nous a coûté 1,4 million. Attention, j'enlève les travaux
d'amélioration de l'accessibilité au clubhouse de rugby, ce qu'on a fait pour les pistes cyclables, etc. Je parle juste de la partie scénique, technique à l'intérieur du bâtiment. Ça nous a coûté 1,4 million. On l'a fait sans faire 1 euro de prêt. Et tous les week-ends, il y a plein de monde qui se presse à la passerelle. Je crois, mais c'est le résultat d'une bonne gestion, mais c'est le fruit du travail de tout le conseil municipal, hein, pas uniquement du maire ou de ses adjoints ou de ses conseillers, c'est le fruit du travail de tout le conseil. Pas d'autres interventions, Monsieur Lopez? Je voudrais dire juste un mot d'abord pour remercier vos services qui nous ont établi pour la première fois cette note, ce rapport relatif au débat d'orientation budgétaire, qui nous éclaire un petit peu plus qu'au préalable où on était obligé de prendre des notes au fur et à mesure. Donc merci aux élus et aux services qui l'ont fait. J'ai une petite remarque concernant le château auquel je suis particulièrement attaché pour des raisons familiales. Bon, je note qu'on va avoir des dépenses excessivement élevées sur ce château, puisqu'on chiffre ça de l'ordre de 3,5 millions d'euros. Il faut intégrer ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire les toitures, les travaux, donc on va arriver à un montant, je n'ai pas fait le total, mais on sera plus de 4 millions d'euros. Donc je souhaiterais participer bien sûr au comité de suivi, parce que c'est quand même peut-être une des pièces maîtresses de la commune. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'on prend les choses à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de répondre à un besoin en utilisant un bâtiment, on va rénover un bâtiment en essayant de réfléchir à ce qu'on peut faire dedans. C'est-à-dire des coûts de fonctionnement qui sont extrêmement élevés. C'est un peu le syndrome de pierre vive où on a fait un bâtiment extraordinaire et puis après on s'acharne, il faut trouver que faire dedans, des expositions, organiser des spectacles, faire beaucoup de choses sans que ça réponde vraiment à un besoin. Alors j'espère qu'on aura, c'est pas une critique que j'aimais, j'espère que dans la réflexion on sera capable de trouver une véritable utilisation à ce lieu qui est assez magique, qui est au cœur de la commune, qui est assez secret. Et pas simplement du remplissage, qu'on y trouve une véritable dimension au sein de la commune, une véritable utilité. Voilà, c'est un point important, mais le débat étant ouvert, comme vous l'avez dit, donc je vous fais confiance pour qu'on puisse réfléchir ensemble là-dessus. Le débat, nous l'aurons, il durera bien plus longtemps que cette seule soirée, mais il est évident dans le travail que nous menons avec le bureau d'études aujourd'hui que la rénovation du château s'accompagnera d'une maîtrise des frais de fonctionnement. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec le bureau d'études sur les mètres carrés utilisés aujourd'hui par les Jacquemart. Et comme l'objectif, et M. Trinquier l'a justement rappelé tout à l'heure, l'objectif c'est de proposer aux habitants de la commune de pouvoir se réapproprier le château. On est en train de regarder service par service, quand je dis service, c'est service public au sens large, quels sont les services qui accueillent le plus de public. Donc bien évidemment, les mètres carrés que nous récupérerons au château, nous les économiserons ailleurs. Ça c'est l'objectif, c'est d'un côté de préserver le patrimoine, de l'autre côté de le rénover. Alors on prépare la ville, on en reparlera longuement, mais on prépare la ville depuis 8 ans. Si nous avons un taux d'endettement de 260 € par habitant, alors que les villes de 6 000 sont plutôt autour de 900, nous préparons depuis 8 ans la ville à cet investissement-là. L'idée c'est d'avoir un tiers de subvention, peut-être un peu plus, un tiers de subvention. Il nous reste encore, je me retourne vers Madame Moulin, il nous reste, parce qu'on a bien géré des terrains, enfin, de l'argent pour les terrains de la première tranche, et il nous reste les terrains de la deuxième tranche de la DRAI. Nous aurions pu, lorsque nous avons réalisé les lotissements communaux de la DRAI, on aurait pu, il y a 6 ans, dépenser les 26 terrains d'un coup. On a décidé de dépenser avec parcimonie. Aujourd'hui, sur la première tranche, il nous reste encore à peu près entre 700 et 800 000 € sur la première tranche. Et nous avons encore 9 terrains, 8 terrains, sur la deuxième tranche. Sur la deuxième tranche. Cette somme-là, ce sera de l'argent que nous pourrons mettre à disposition de l'investissement sur le château sans emprunter massivement. Donc nous n'emprunterons pas 3,5 millions. L'objectif, c'est d'emprunter aux alentours d'1 million. Et si nous empruntons 1 million, le taux d'endettement par habitant de Jacou sera alors de 410 €, c'est-à-dire 2 fois inférieur à la moyenne de la strate, et nous retrouverons en 2018 l'endettement que nous avions en 2011.
Donc nous travaillons depuis de nombreuses années sur ce projet et je pense qu'il est souhaitable, mais c'est une proposition que je fais, hein, que l'ensemble des groupes puissent participer à ce chantier. Oui, monsieur Lopez. Juste un point aussi que j'avais déjà parlé à l'époque avec Jean-Marcel Castet. Le classement du château est certainement une très bonne chose parce que ça permet d'avoir de nombreuses compétences qui se penchent sur le berceau et qui nous aident à remonter dans l'histoire. Malheureusement, c'est une contrainte budgétaire extrêmement pesante, c'est qu'on est soumis au verdict des monuments historiques quant à l'utilisation des pièces, quant à l'ouverture, quant aux matériaux que l'on doit utiliser, et ce sont des surcoûts qui sont extrêmement élevés. Et je pense que, on en avait discuté longuement, je pense qu'il y a eu une erreur de faire classer ce château. C'est fait, on ne peut pas revenir en arrière, mais le surcoût va être extrêmement élevé. Alors, malgré les subventions, excusez-moi, juste pour terminer, malgré les subventions qui sont données, mais comme ça coûte 2 fois plus cher et on a 50% de subventions, on n'est jamais gagnant. Pas vraiment. Le château n'est pas classé, il est inscrit. Ce sont les jardins. Ce sont les jardins qui sont classés. Et en revanche, le château est inscrit. C'est-à-dire que lorsqu'il est inscrit, la subvention est la même, c'est-à-dire qu'elle peut aller jusqu'à 40, 35, 40% des travaux. Si on respecte les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il faut automatiquement recruter un ABF, un architecte des bâtiments de France, c'est normal. Mais si vous ne respectez pas les règles de l'art, vous n'avez pas les subventions. Vous avez le droit, mais vous n'avez pas les subventions. Parce que le château n'est que inscrit. Mais je vous rappelle aujourd'hui qu'on est... Alors c'était M. Larpin, l'ABF, qui l'avait... C'était une première estimation qui avait été présentée ici, c'était l'ancienne équipe, en 2013, c'était 2012-2013, à 3,5 millions, c'est quand même 900 mètres carrés. Aujourd'hui, les 3 niveaux, c'est 3 fois 300 mètres carrés, le château. Donc ça fait un investissement raisonnable pour 900 mètres carrés. Mais si on reste à ce montant, si on reste à ce montant, généralement sont doublés, donc on peut déjà anticiper le... Non, écoutez, moi je fais confiance à M. Larpin qui nous accompagne, mais après, on verra. Il faut aussi que M. Larpin, après, réponde à l'appel d'offres, parce que l'architecte sera choisi par jury, ce qui est normal, tout à fait. Donc, mais on peut espérer l'inscription et le classement. Nous pouvons espérer 40% de subventions. Aujourd'hui, nous avons investi beaucoup dans les jardins. Je regrette que Christine ne soit pas là. Je me rappelle lors d'un précédent mandat, lorsqu'on a récupéré le château, où on était quelques élus le dimanche à aller ranger ce qu'on trouvait dans les couloirs du château, c'était un dépotoir, les jardins. Enfin, moi, je salue ici, il y a 5 élus qui, il y a 20 ans, André, Robert, Michel et Christine. Il y a 5 élus qui sont encore présents dans ce conseil, qui, avec Jean-Marcel Castet, ont décidé il y a 20 ans de sauver ce patrimoine remarquable. Cette équipe-là a sauvé le château. Vous connaissez les règles. Vous connaissez, hein. Pendant 10 ans, le prix était intéressant d'achat, et pendant 10 ans, les châtelains, la châtelaine en avaient la jouissance. Donc on n'a pas pu commencer les travaux avant 10 ans. Et donc on a commencé par les jardins pour pouvoir ouvrir le plus possible les jardins lors du temps des patrimoines, de la fête de la musique, etc. Et moi je salue les élus qui étaient présents, c'était en 94, donc il y a 22 ans, qui ont voté et qui ont pris une décision vraiment cruciale pour l'avenir de Jacou. Et moi je suis très fier que ce conseil municipal, à la suite du précédent conseil de 94, vous avez sauvé le château et nous le rendrons à la population. Je pense qu'on pourra tous et toutes... Oui. J'ai encore un mot. Vous 2, 3, 6. 3 points. Le premier, vous parlez de la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. Je vous félicite parce que je pense qu'on est une des communes, ça faisait partie d'un programme de propositions qu'on avait fait à l'époque. Je pense que c'est intéressant d'impliquer les jeunes, donc bravo. Moi j'avais proposé également la possibilité de créer un conseil des sages ou un conseil des anciens, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont de la mémoire sur la commune, qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas envie d'être dans un conseil municipal, mais qui ont peut-être envie de participer à des actions qui pourraient être consultées occasionnellement sur certains projets qui pourraient amener un certain savoir. Donc c'est une suggestion que je vous fais qui ne coûte rien à la commune et qui peut apporter
un intérêt. Il y a une mémoire vivante qui est encore présente. Conseil constitutionnel local. C'est les deux. C'est Emmanuel Gallard qui gère le conseil du conseil. Nous avions un animateur qui s'occupait des ados. Cet animateur a obtenu un poste, je crois, Grabel, il y a quelques temps. Et donc nous avons lancé actuellement le recrutement de son remplaçant, qui portera avec Emmanuel Gaillac le conseil municipal des jeunes. Alors après mettre en place un conseil municipal des anciens, enfin un conseil des sages, des anciens, il faut y réfléchir en sachant que les anciens sont très souvent déjà investis à Jacou dans de nombreuses associations. Ils le sont aussi dans le cadre des réunions que l'on avait menées sur l'agenda 21. Je pense qu'il va falloir, c'est normal, au bout de 3 ans d'application de l'agenda 21, il faut refaire un petit peu le bilan. Donc on va relancer ces assemblées où, je vous rappelle, nous étions souvent 120, 130 habitants à venir. Enfin, ça n'avait pas d'équivalent. On voit que vraiment les habitants ont envie de participer à la gestion de la commune. Et il y avait de tous les âges, des anciens, des moins anciens, des très jeunes. Malheureusement...